L'Empire mongol est le nom donné à un vaste État, fondé au début du XIIIe siècle par le souverain Gengis Khan, et dirigé par ses descendants. Il recouvre, à son apogée, environ 33,2 millions de kilomètres carrés, ce qui fait de lui, le plus grand empire territorial de l'histoire. Il s'appuie sur les vagues successives de migration et de conquêtes, effectuées par les hordes mongoles depuis le début du Moyen Âge. Ces conquêtes n'abolissent d'ailleurs pas, toujours les formes antérieures d'administration mises en place par les États vaincus de part et d'autre de l'Eurasie, ce qui pose la question de la nature originale de l'Empire mongol sur le plan de son unité politique, linguistique, religieuse et économique. De plus, sa géographie, mêlant vastes territoires désertiques peu peuplés, steppes d'Asie centrale, et zones de peuplement dense, littoraux chinois et confins occidentaux, son rapide éclatement, ainsi que l'impossible gestion d'une telle superficie avec les moyens techniques et humains de l'époque, soulève des questions de définition sur la nature précise de l'État mongol médiéval. À la fin du XIIIe siècle, il s'étend de la rive orientale de la Méditerranée à l'océan Pacifique sur une large bande incluant l'Europe extrême-orientale, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, les steppes russes et une partie de la Sibérie jusqu'à la mer Baltique, le nord de l'Inde, la Mongolie, toute la Chine. Il n'inclut ni les territoires vassaux de l'ancien empire de Russie, ni l'Indochine. À partir de 1260, il se divise en 4 régions, gérées par 4 dynasties issues des descendants directs de Gengis Khan. Au nord-ouest, les steppes russes, territoire de la Horde d'Or où règnent les descendants de Dieuchi, fils aîné de Gengis Khan. Au sud-ouest, le domaine des Ilkhans de Perse descendants de Houlaygu, fils de Tolui, le plus jeune fils de Gengis Khan. Au centre, le Khanat de Djaratai, fief des descendants de Djaratai, deuxième fils de Gengis Khan. À l'est, englobant la Mongolie, la Chine des Yuan, dynastie fondée par Kubilai Khan, frère de Houlaygu, fils de Tolui et petit-fils de Gengis Khan, décrite notamment par Marco Polo. L'empire mongol voit rapidement son unité voler en éclats sous le règne de Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, dont le pouvoir se concentre sur la Chine dont il a été fait empereur, tandis que les 3 autres dynasties principales créent des États indépendants, chacune sur son ulus respectif. Après la disparition de l'empire unifié sous l'égide d'un même chef, le rêve de tous les dirigeants centra-asiatiques fut régulièrement de tenter de reconstituer l'empire mongol, sans jamais cependant pouvoir le réaliser, à l'image de la tentative de Tamerlan à la tête de l'empire timouride. D'autres souverains asiatiques reprirent par la suite le nom même d'empire mongol, et revendiquèrent une ascendance mongole, comme les grands Moghols qui règnent sur l'Inde du Nord de 1526 à 1857, d'origine turcique, turcs d'Asie centrale, et non mongols. Certaines principautés, khanats, maintinrent une continuité dynastique jusque dans les années 1920. Avant l'avènement de Gengis Khan, les différents peuples mongols se font régulièrement la guerre. Une première tentative d'unification échoue en 1161. Temujin, qui allait devenir Gengis Khan, était un arrière-petit-fils de Kabul Khan, fils d'un chef du clan des Borjigin. Il est donc de bonne famille, mais sa naissance ne le place pas d'emblée dans la classe des hauts dirigeants de la société mongole. On ne sait pas en quelle année se situe sa naissance, ce peut être 1155, 1162 ou 1167. À la suite de l'assassinat de son père pour des raisons politiques, sa famille est exclue du clan et condamnée à mener une existence errante. Temujin se rend auprès du puissant Khan des Kéré, Togril, ami de son père, et devient son vassal. Entre 1187 et 1196, Gengis Khan est proclamé Khan, c'est-à-dire roi. Il défait les Taïchiou, qui vivent au sud de l'actuelle Bouriatie, en Sibérie, puis les Tatars, ce qui lui permet de contrôler la Mongolie orientale. En 1203, il rompt avec Togril, qui est tué. Les Kéré se rallient. L'année suivante, il soumet les Merkites et les Naïmans, à l'ouest de l'actuelle Mongolie. Dès lors, Gengis Khan contrôle presque tout le territoire mongol. En 1205, il commence la conquête du royaume Tangou d'Exixia, qui résiste dans leur ville fortifiée jusqu'en 1209. Une grande assemblée en 1206, Kurultai, le nomme Khan universel, Chinggis Khagan. L'année suivante, son fils aîné Dieuchi soumet les Kirghizes,
tandis que les Ongutes de Lordos et les Karlouks de Lily se rallient spontanément à l'Empire. Gengis Khan met en place un service postal, le YAM, qui sera sans aucun doute un des facteurs décisifs des victoires foudroyantes de ses armées. Les Ouïghours se rallient en 1209. Ils sont à l'origine de l'écriture mongole. Cette même année, Gengis Khan achève la soumission du royaume des Xia occidentaux, tremplin contre la Chine. Au printemps 1211, il lance l'assaut contre les Jin, une dynastie fondée en 1115 par les Yurchen, peuple apparenté aux Mandchous. La ville de Pékin, capitale des Jin, est prise et pillée en 1215, mais le souverain Jin se réfugie à Kaifeng. Cette dynastie ne s'effondre définitivement qu'en 1234, sous l'action conjuguée des Mongols et des Chinois du Sud, qui se sont alors alliés. En 1218, Gengis Khan se tourne vers l'ouest, le Shah du Khwarezm Ala ad-Din Muhammad, arrivé au sommet de sa puissance, en porte la responsabilité. Soucieux d'étendre ses possessions vers l'ouest, il avait conclu en 1218 un accord avec Gengis Khan. Ala ad-Din Muhammad serait maître de l'Occident, Gengis Khan maître de l'Orient. Or, en cette même année 1218, l'accord à peine conclu, une immense caravane venant de Mongolie est arrêtée à Otrar aux frontières du Khwarezm, et ses hommes sont massacrés. Gengis Khan envoie 3 ambassadeurs pour demander réparation, l'un est mis à mort, les 2 autres renvoyés avec le crâne rasé. Gengis Khan ne peut supporter ni ce défi ni cette humiliation, et rassemble une immense armée de cavaliers. Son général Djébé prend possession du Kara Kitay. En septembre 1219, Gengis Khan attaque l'empire turc à domination musulmane du Khwarezm, centré sur l'actuel Ouzbékistan. Sa campagne, ponctuée par de terribles massacres, le conduit jusqu'au nord-ouest de l'Inde en 1222, mais ses troupes se retirent, gênées par le climat. Un détachement de 10 000 hommes, conduit par Subetai et Djébé, s'aventure jusqu'en Russie. La conquête du Khwarezm s'achève en 1224, et Gengis Khan rentre en Mongolie au printemps 1225. Il meurt en 1227 à Qingshui dans l'actuel Gansu, au cours d'une campagne contre le royaume Xixia révolté. L'empire mongol contrôle alors une bande de terre de 2500 km, distance nord-sud, qui s'étend de la mer Caspienne à la mer de Chine méridionale. Quand Temujin impose son autorité à l'ensemble des tribus mongoles, il en fait par l'adoption d'une nouvelle tactique, une redoutable puissance militaire. Il fonde l'ordre des Darkhans, forgerons, chevaliers exemptés d'impôts et jouissant de l'impunité pour leurs 9 premiers délits. Il organise les Mongols selon le système décimal déjà en usage chez les Xiongnu, dont l'unité suprême est le Tumen, 10 régiments, soit 10 000 soldats. Il organise sa garde personnelle, Keshiktons, et emporte l'effectif à 10 000 hommes. L'armée de Gengis Khan, bien qu'elle ne soit pas particulièrement grande pour l'époque, 95 chiliarchis, soit 95 000 hommes, se distingue par ses formidables cavaliers, ses habiles archers et cavaliers archers mais aussi par le contrôle et la discipline de ses chefs, et par la stratégie et la tactique militaire du Khan lui-même. À partir de 1211, devant les places fortes chinoises, les Mongols doivent faire l'apprentissage de la guerre de siège. Après 1219, les victoires face aux armées organisées du Khwarezm s'expliquent par le démembrement féodal de ce dernier, ainsi que par la terreur qu'inspirent les envahisseurs auprès des populations. Pour prendre les villes, les Mongols utilisent les prisonniers. Ils contraignent les populations soumises, à démolir les murs et à combler les fossés des forteresses. Ils les utilisent pour combler les fossés et les pièges creusés par les défenseurs. Ils les chassent devant les armes des Carémiens, jusqu'à ce que les corps tombés aient rempli les fossés. Un autre stratagème consiste à habiller les prisonniers en vêtements mongols, et de les contraindre à participer au siège des villes et des forteresses. Enfin, depuis les campagnes contre la Chine, l'armée mongole dispose de béliers et de catapultes. De son vivant, Gengis Khan partage son empire entre ses 4 fils, Dieuchi, Jaratai, Eugodei et Tolui, qui administraient leur province, Oulu, en tant que gouverneur du pouvoir central. Les grandes villes situées sur le territoire des Zoulous, comme Bukhara et Samarcande, sont gouvernées, par l'intermédiaire de gouverneurs spéciaux, directement par le Grand Khan. Les Zoulous sont administrés par des commandants de place, Darugachi, et leurs subordonnés, Tamagachi. Plus tard,
ils assureront le pouvoir avec l'aide de l'aristocratie locale et des dignitaires religieux musulmans. Ils succéderont aux anciens propriétaires en partie chassés, en adoptant les rapports féodaux, et en s'assimilant à la société des territoires conquis. Ils envoient régulièrement la dîme des produits à la cour du Grand Khan, et veillent à l'unité de l'empire. Les conquêtes amènent le dépeuplement de la Mongolie et ralentissent son évolution intérieure. Si l'activité des artisans ramenés d'Asie centrale contribue à l'essor de l'artisanat, le manque d'hommes, utilisés pour la guerre, ralentit le développement de la société. Dans les pays sédentaires conquis, les Mongols massacrent les populations et détruisent les canaux d'irrigation des cultures, dans le but de transformer en pâturage les terres cultivées du Turkestan et de Chine du Nord. Durant les 30 années qui suivent, les 3 successeurs de Gengis Khan sont des diplomates et des guerriers habiles. Ils complètent les conquêtes de la Chine, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de l'Anatolie et de l'Europe orientale. 2 ans après la mort de Gengis Khan, en 1227, son 3e fils Ögödei lui succède. C'est sous son règne que se déroule la Grande Campagne d'Europe, entre 1236 et 1242. Les armées des principautés russes, puis polonaises et hongroises sont balayées, et les Mongols poussent jusqu'aux rives de l'Adriatique. À l'annonce de la mort de Ögödei, les troupes mongoles se retirent, ce qui sauva vraisemblablement l'Europe. Mais leur horde ne cesse pas de razzier l'Europe centrale. En 1259, après avoir dévasté la Lituanie, 20 000 Mongols attaquent de nouveau la Pologne et la pillent. Le pape Alexandre IV projette une croisade contre eux. En 1265, attaque contre la Grèce. La Thrace est dévastée. L'empereur byzantin envoie des cadeaux et marie 2 de ses filles à des camps. En 1271 et 1274, des raids sont lancés contre la Bulgarie. En 1275 et 1277, nouveau raid contre la Lituanie. En 1284, nouvelle invasion de la Hongrie, les villes de Transylvanie sont ravagées. En 1287, pillage de la Pologne, Cracovie est de nouveau dévastée. En 1293, attaque contre la Serbie, qui doit reconnaître la suzeraineté mongole. La Russie ne sera libérée du joug de la Horde d'Or qu'en 1480 par Ivan III de Russie, lors de la grande halte sur la rivière Ougra. Gengis Khan avait en 1203 pris Karakorum, la capitale du Khan des Kérets, située à 320 km à l'ouest d'Oulan-Bator. Ögödei la fortifie en 1235 et elle reste la capitale mongole jusqu'en 1260, à l'avènement de Kubilai qui déplace le centre de l'empire mongol au sud-est, en Mongolie intérieure, à Chengdu, près de l'actuel Chaonaimon-Sumu. Mong est le dernier des grands khans à conserver la tradition nomade. Après lui, son successeur, Kubilai Khan, est absorbé par la civilisation chinoise, et les îles Khans du Moyen-Orient par la civilisation perse. Seule la Horde d'Or sur la Volga, et les apanages sur le Turkestan restent attachés aux traditions de la steppe, mais se sédentarisent également, en partie du moins. Pendant son règne, la féodalisation connaît un vif essor tant en Mongolie que sur les territoires conquis, où les chefs mongols succèdent aux seigneurs locaux qui deviennent leurs vassaux. À la mort de Ögödei en 1241, le pouvoir est détenu par son épouse, la régente Taurégène. Buyuk, fils de l'empereur défunt, accède au trône en 1246, mais meurt 2 ans plus tard, sans doute empoisonné par un complot qui met au pouvoir la branche du plus jeune fils de Gengis Khan. En juillet 1251, Mong devient grand khan des Mongols. Sous son règne la conquête mongole reprend en direction de l'Iran et de l'Irak, puis du Sichuan et du Tibet. Elle échoue cependant contre la Chine du sud des Song. Son frère Oulegu est nommé vice-roi d'Iran en 1253, et prend Bagdad le 10 février 1258, mettant un terme au califat abbasside que les Turcs seldjoukides maintenaient. Le calife al-Mustasim est exécuté. En 1259, à la mort de Mong, l'empire se scinde en 4 parties. La Chine des Yuan à l'est, le Djaratai au centre, l'île Khan au sud-ouest, Iran, Irak et Syrie, et la Horde d'Or au nord-ouest, Russie et Europe orientale. L'année suivante, l'empire mongol perd sa première bataille à Ain Jalaout, lorsque l'Égypte mamelouk s'empare de la Syrie devant une petite armée mongole de 15 000 hommes, le gros des troupes ayant été rappelé par Oulegu en vue de la succession de Mong. Les 4 parties de l'empire ne coopèrent plus, et entrent en conflit entre elles.
les seigneurs mongols s'assimilent aux sociétés locales, s'appuyant sur les seigneurs féodaux, le clergé musulman et les riches commerçants. Kubilai, un frère de Monk, lui succède le 16 mai 1260, à l'issue d'un coup de force. Les souverains se faisaient normalement élire lors d'une assemblée, le Kurultai, mais Kubilai ne convoque pratiquement aucun parent et se fait élire à Chengdu, et prend pour capitale Kandbalek, Pékin, et non plus Karakorum, contrôlé par Arik Boka. Plusieurs des descendants de Gengis Khan contestent sa légitimité, et commence alors la guerre civile toluide, mais il a toujours su s'imposer. Son mérite est d'avoir achevé la conquête de la Chine. Dès son avènement, il fait de Kandbalek la capitale et adopte l'étiquette chinoise. Il fait rebâtir Pékin qui devint sa nouvelle capitale en 1272. En 1271, il prend un titre dynastique à la manière chinoise, celui des Yuan, mais ce n'est qu'après la reddition des Song du Sud, en février 1276, qu'il tient le sceau de l'Empire de Chine. Quoique les Mongols restent toujours un corps étranger aux yeux des Chinois, pratiquant une politique de discrimination comme leurs prédécesseurs Khitan et Jurchen, Kubilai fait de nombreuses avances aux Chinois, et il peut finalement être regardé comme l'un des plus grands fils du ciel. Sur une grande partie de l'Eurasie, après le temps de la guerre et de ses atrocités, était venu celui de la Pax Mongolica. C'est la sécurité des voies de communication qui permet à beaucoup d'hommes du Proche-Orient, et même d'Europe, de découvrir la Chine, notamment Marco Polo, des Génois, et les premiers missionnaires et évêques catholiques romains. Mais dans le même temps, Kubilai envoie ses armées tenter de conquérir le sud-est asiatique, et dans l'océan Indien jusqu'à Madagascar. Sous Kubilai, l'empire mongol atteignit son apogée. Jamais empire ne fut si vaste. De la Turquie à la Corée en passant par l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes, l'Iran et l'Afghanistan, et du Vietnam jusqu'à l'Ukraine et à Moscou en passant par tous les Turkestan et toute la Sibérie, même jusqu'en Serbie, partout les peuples sont tributaires, paient l'impôt pour éviter les ravages de la guerre. Cependant, les campagnes maritimes lancées par Kubilai contre le Japon et contre Java sont des échecs. L'expédition maritime vers le Japon de 1281 connaît une déroute à la suite d'un typhon qui met à mal la flotte mongole. Toutes les tentatives des Ilkhans d'Iran contre la Syrie et l'Égypte des Mamelouks également. Bientôt aussi, les peuples du sud-est asiatique secouent le joug, ainsi les Vietnamiens et les Birmans, tandis que les sultans de Delhi résistent à toutes les tentatives contre le Pendjab, contre le Bengale, et en direction du Tamil Nadu. D'autre part, l'unité de l'empire se lézarde. Quoique formellement suzeraine, la dynastie Yuan qui règne en Chine voit les apanages mongols s'émanciper et bientôt s'affirmer indépendants, ainsi le Khanat de Jaratai, 1227 à 1338, en Asie centrale, celui des Ilkhans, 1259 à 1411, en Iran et en Afghanistan, et celui de la Horde d'Or, 1243 à 1502, en Russie. Vers 1360, après la perte de l'Iran, de la Transoxiane et de la Chine, les Mongols ne contrôlent en Asie que la Mongolie et le Mogolistan. La Chine était un pays vassal de l'Empire mongol, tout comme la Mandchourie, la Corée, une partie du Xinjiang et maintes États d'Asie du Sud-Est. En ce qui concerne le Tibet, le degré de vassalité par rapport à l'Empire mongol reste très discuté. Dans cette partie du monde, il existait une relation maître spirituel protecteur pouvant s'appliquer entre individus, mais aussi comme base de relations diplomatiques entre États. Les documents d'époque, pris objectivement, montrent que la relation diplomatique entre le Tibet et l'Empire mongol fut officiellement de ce type-là, d'où l'instauration du bouddhisme tibétain comme religion d'État dans l'Empire mongol après la visite du troisième Dalai Lama, Sonam Gyatso. Il y eut quelques contingents de l'armée mongole stationnés au Tibet, mais dans un but de protection du gouvernement tibétain des Dalai Lama. En tout état de cause, la Chine n'est pas assimilable à l'Empire mongol, elle n'en fut qu'une partie soumise. L'Empire mongol n'est pas non plus assimilable à la Chine. Après la mort de Kubilai en 1294, les Yuan s'affaiblissent progressivement. Des révoltes se produisent, et les Chinois finissent par chasser les Mongols. Le grand Khan Togun Temür, arrivé au pouvoir en 1333, doit quitter Pékin dans la nuit du 10 septembre 1368, et meurt sur la terre de ses ancêtres 4 ans plus tard. Il est remplacé par Ming Hongwu, fondateur de la dynastie Ming.
Ces tentatives pour restaurer la dynastie Yuan sont infructueuses, les Mongols retournèrent dans leur patrie et Karakorum redevint le centre politique de la Mongolie, qui était alors dans un état pitoyable. Les meilleurs de ses fils étaient partis à la conquête du monde, et ce pays n'en avait que peu profité. Plus encore, il avait souffert des conflits entre princes rivaux. Après 1282, la pression musulmane est très forte dans l'État, les véritables Mongols n'étant plus représentatifs des cercles du pouvoir, et demeurant une véritable minorité. Le vizir perse, Rachid al-Din, écrit Jami al-Tawarik ou Histoire universelle, qui constitue la source historique encyclopédique la plus importante, en ce qui concerne la période ilkhanide et l'empire mongol dans son ensemble. À partir de 1317, l'État est plus musulman que mongol, au sens où malgré la présence de dirigeants mongols, ceux-ci demeurent païens, le véritable pouvoir est aux mains de dirigeants musulmans. Sous Abou Saïd le roi fainéant, la société et l'État se décomposent. Lorsqu'il meurt en 1336 sans héritier direct, le pays sombre dans l'anarchie. Cet État est aussi à domination musulmane. Il est difficile à gouverner car instable, le nord est majoritairement nomade, païen et pauvre alors que le sud est surtout musulman, sédentaire et riche. En 1334, la Sondienne, aujourd'hui l'Ouzbékistan, fait sécession. Pour la reconquérir, Tughluq Timur se fait musulman et la reconquiert en 1360. Son successeur, Timur le Boiteux, Tamerlan, sème la terreur de l'Inde à la Russie et à la Méditerranée, et crée l'empire timouride. Il survit jusqu'en 1500 à l'arrivée des Ouzbeks qui le scindent en 3 khanats, Kokand, Khiva, Boukhara. Les derniers descendants de Gengis Khan, les Djanides, règnent sur le khanat de Boukhara, qui est toléré par les puissances régionales voisines jusqu'en 1920 parce qu'il constitue une zone tampon bienvenue entre l'Inde, la Russie et l'Iran. En 1920, ce territoire est finalement conquis par la Russie, et le dernier descendant de Gengis Khan tire enfin sa révérence. Les Russes remportent une première victoire contre les Mongols en 1380 à la bataille de Koulikovo. À partir de 1430, la Horde d'Or commence à se morceler, avec la création du Khanat de Crimée. Selon le sinologue canadien Timothy Brook, l'expression de grand État désigne une conception du pouvoir que l'Empire mongol diffuse à partir du XIIIe siècle dans l'ensemble de l'Asie. Au départ traduction du Yeke Ulus des Mongols, on retrouve symptomatiquement des expressions similaires dans d'autres langues asiatiques, et notamment Daguo en chinois. La dynastie mongole des Yuan est ainsi la première à se désigner comme Da Yuan. Le grand État Yuan et les dynasties suivantes ne manquent pas de se faire appeler Da Ming, puis Da Qing. Au cœur du grand État se trouve l'idée de pouvoir absolu, universel. Il a vocation à s'étendre sans limite sur les territoires avoisinants, et son dirigeant à recevoir l'allégeance des puissants du monde entier. C'est cette conception du pouvoir, héritée des Mongols, qui détermine la conquête des actuelles Mongolies intérieures et Mongolies extérieures par les Qing, et qui, aujourd'hui encore, détermine les ambitions hégémoniques de la Chine dans le monde, ainsi que son refus de laisser ses minorités nationales s'émanciper du grand État chinois.